Qu'est-ce qui m'a entraîné à faire ce talk? Ça fait bientôt, je pense, 3 ans et demi que je m'intéresse au sujet de la CI. C'est un sujet hyper intéressant parce qu'on touche un peu à tout, du code, du DevOps, plein de compréhensions un peu compliquées. J'apprends plein de trucs et du coup, là, notamment, j'ai appris plein de choses sur mes tests d'inté. Donc voilà. Un peu de contexte avant de vous parler de ça, ça rejoint un petit peu Quentin, les gens qui dupliquent des trucs et qui savent pas trop pourquoi. Bon, les technos, je vous avais dit Nest, TS, Jest et Supertest pour faire des appels sur les tests d'intégration. L'histoire c'est quoi? Voici, alors je sais pas si ça se voit très bien là, mais du coup ici, on a beaucoup de microservices quand j'arrive sur mon projet et on se dit, bon en fait c'est un peu dur quand même autant de microservices et surtout on n'arrivait pas à faire l'amélioration, du coup on s'est dit on aimerait bien n'en garder qu'un seul parce qu'en vrai ça nous sert pas à grand chose vu qu'on a qu'une seule équipe. Donc autant en garder qu'un, du coup on en a plus qu'un, enfin on en a deux, on avait une équipe en Angleterre qu'on a du coup, dont on leur a laissé leur truc à part. Du coup, trop bien, on n'a plus qu'un seul microservice. Par contre, on a un problème, nos tests commencent à faire 8 minutes dans la CI et tout le monde est un peu en train de craquer. Du coup, pour l'infra, au global, c'est parce qu'on en reparlera, on a 3 sources de données. Voilà, aussi dans le genre de duplication, on va apprécier. Donc, on récupère essentiellement, on va parler de Cosmos DB qui est en fait une MongoDB et d'une Azure SQL. Donc notre API tape sur ces deux choses-là et on a un Redis également qui est connecté. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire comme amélioration? Donc on avait nos 8 minutes, on est d'abord évidemment parti de l'état de l'art. Notre état de l'art, on s'est dit quoi? Bon, bah, les tests en Jest, d'habitude, quand on fait du TS, on lance avec TS Jest. Ça, c'est bon, a priori, on est bon. Et on essaie de paralyser nos tests. Et ça, pour le coup, c'était pas le cas. Tous nos tests renaient genre, les uns après les autres. Pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à paralyser? On n'arrivait pas à paralyser parce que c'est des tests d'inté. Du coup, les tests d'inté, ils tapent dans la base et du coup, bah, si on lance 2 tests en parallèle, ils vont se battre pour les données et du coup, ça va moins bien marcher. Et en fait, on a trouvé une super solution. On a préfixé toutes nos entités. Ce qui fait que, globalement, en gros, au Jest, quand il démarre, il vous file un ID de worker. Donc, en l'occurrence, c'est 1, 2, 3, 4. Hein. Si vous paralysez à 4, ils ne sont pas non plus trop foulés. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé cet ID de worker pour préfixer toutes les entités de notre base et de nos 2 bases en l'occurrence. Du coup, en gros, notre entité user, par exemple, elle s'appelle 1 user dans le premier worker, 2 users dans le deuxième worker, etc., etc. Ce qui fait que, du coup, bah, le premier worker, il va lancer les tests et il va taper dans 1 user et le deuxième va taper dans 2 users. Du coup, ils ne se battront pas pour le même user. Et donc, on n'a plus notre problème de data. Donc ça c'est cool, c'est notre première paralysation. Alors concrètement, on a utilisé TypeORM en termes d'ORM JS. Ça marchait bien parce que ça existait déjà. Pour Mongo, ça n'existait pas. Du coup, on a codé notre petite surcouche du schéma Mongo dans Nest.js qui rajoute un préfixe si on le précise. Bon, c'était pas très compliqué, les quelques lignes de code sont là. Mais bon, c'est cool. Ça c'est mes gains en local, donc j'étais content. J'ai divisé mon temps par 2. Et là, en fait, j'ai un nouveau pote qui est apparu, c'est JavaScript Iptatofemery, vous devez bien le connaître aussi si vous faites du JS. Pourquoi est-ce qu'il se passe ça? Pourquoi est-ce qu'il se passe ça? Il se passe ça parce que Jest, quand il démarre ses tests, en fait, il prend des workers. Donc là, en l'occurrence, je sais pas, il en génère 4. Et en fait, avec TS Jest, il va transpiler tout mon code 4 fois. Alors, si vous avez déjà transpilé du TS sur votre ordi, vous l'avez certainement entendu décoller. Donc, en quadruple, ça marche beaucoup moins bien. Et du coup, notamment dans ma CI, avec ses pauvres 4 Go de RAM, elle est un petit peu en galère, quoi. Du coup, ça marchait pas et ça a explosé au moment de la transpilation. Du coup, on a décidé, mais bon, ça aura fait, c'est ce que je vais vous raconter là, aura fait. Donc, Adrien, ici présent, nous aura dit au moment où j'ai présenté cette amélioration, j'ai mal à mon TypeScript. Donc voilà, vous êtes prévenus. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a transpilé le code avant et on a runné nos tests sur du JS. Voilà. Donc, moi aussi, j'ai mal à mon TypeScript quand je vous dis ça. Mais du coup, le gros intérêt, c'est quoi? C'est qu'on fait la transpilation une seule fois. On l'a fait pour tout notre code et après nos workers en fait ils vont juste avoir à exécuter du JavaScript, ce qui est beaucoup moins coûteux en termes de ressources et ça évite que ma CI crash. En plus de ça, donc ça ressemble à peu près à ça hein, globalement en termes de changement de configuration. C'est pas grand chose. Maintenant on pointe sur du JS, voilà. À peu près. Globalement, il n'y a pas grand-chose à changer. Et si notre test config, on a dû lui dire de ne plus exclure les tests, puisque avant il y avait les tests dans nos exclus de test config pour qu'il ne les build pas parce que ça ne servait pas. Qu'est-ce que ça a changé pour nous en termes de DX? On a un petit changement, c'est que maintenant on est obligé d'avoir notre serveur backend qui tourne pour lancer les tests, parce que c'est lui qui s'occupe de transpiler le code en live. Donc il est relativement rapide, ça nous permet de garder un peu la même DX qu'avant, c'est-à-dire qu'avant je voulais lancer mes tests, bah, ça se lançait tout de suite, je voulais lancer un seul test, je peux le faire tout de suite aussi, c'était facile. Mais là maintenant, bah, comme il faut que mon code soit transpilé, bah, si je dois transpiler tout mon code pour lancer un test, c'est chiant. Bah, du coup, on s'est dit, bah, en vrai, nous, tous les jours, on a notre backend qui tourne, vas-y, on fait comme ça, et ça nous permet de garder à peu près la même DX. Bon, dans la CI, on transpile notre code, mais on le transpilait déjà, donc du coup, pas trop d'impact. On a perdu un peu de stack trace sur nos tests, mais au final, c'est fixable avec 2-3 configs dans l'IDE, et ça a fait des changements un peu mineurs sur les valeurs de coverage, donc tout ce qui est line coverage, etc., ça bouge un petit peu parce que les lignes
transpilés sont pas exactement les mêmes. Et en plus, on regagne du temps. Donc on est encore plus content, parce que ça nous permet de gagner encore plus de temps. Alors malheureusement, ça c'est des temps en local. Je vous ai commencé à vous mettre des temps en CI, et le premier temps, il prend pas en compte la transpilation, parce que c'était un temps sans rien du tout. Et les suivants, j'ai rajouté le temps de transpilation dans le temps total, pour pas tricher. Et donc là, je vais commencer à mesurer dans ma CI. Donc là, je suis content, j'ai déjà fait une belle amélioration. Sauf que, bon, bah, je regarde pas trop pendant 2-3 mois, et puis je rajoute des tests, voilà, pof, je migre d'autres API. D'ailleurs, vous voyez que là, je commence à en mettre d'autres, et là, aïe, ça recommence à coincer, on recommence à dépasser 400 secondes, ça commence à faire beaucoup. Du coup, il nous faut des nouvelles idées. Est-ce que la différence entre notre local et notre... Parce qu'en local, ça tournait beaucoup plus vite qu'en CI. Est-ce que la différence, c'est juste la puissance de la machine? On s'est posé cette question, on allait regarder. En fait, on s'est rendu compte que non. Il y a un autre truc super cool quand vous faites de la parallélisation, c'est le cache de Jest. Jest, il est hyper intelligent. Quand vous parallélisez, ce qu'il essaie de faire, c'est mettre les plus lents en premier. C'est un peu comme si vous voulez réussir à faire rentrer des gros cailloux, du gravier et du sable dans un seau. Vous commencez par mettre les gros cailloux au fond, ensuite vous mettez le gravier et ensuite vous mettez le sable. C'est pareil, ça va vous permettre de faire le truc rentrer un peu mieux. Bah, c'est exactement pareil, du coup, juste en sauvant le cache dans votre CI et en le réutilisant de run en run, ça permet de Jest, il sauvegarde comment est-ce que ça s'est passé la fois d'avant, et il va lancer les tests les plus longs en premier, et du coup les plus rapides seront en dernier, et donc ça va permettre de tasser, on va dire, vers le bas, et de stabiliser vos temps de CI. Et d'éviter le côté random de « Ah mince, j'ai lancé le plus lent en dernier, dommage, du coup tout va être lent ». Ça, on a gagné un petit peu de temps, on a gagné une soixantaine de secondes dans mes souvenirs, donc c'est plutôt cool, on est content, mais bon, on a envie de continuer. Est-ce qu'on peut encore optimiser notre flow de CI? Donc on a un petit peu regardé, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que globalement, on installe nos dépendances, on build notre code, on run nos tests. Qu'est-ce que ça veut dire run nos tests? Je vous disais tout à l'heure, on a des bases de données. Runner nos tests, ça sous-entend lancer les bases. Et du coup, lancer les bases, ça sous-entend pouler les images Docker qui vont avec, démarrer les Docker et lancer les tests. Sauf que du coup, pouler les images Docker, ça prend du temps. On s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre un peu ailleurs? Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté une petite étape en amont qui lance le pool des images Docker en détaché. De cette façon-là, en gros, juste on passe à la suite et on attend que le réseau fasse son affaire. Et ensuite, au moment où notre run de test arrive, les images Docker elles sont trouvées plutôt que d'être poolées. Sachant que MS SQL 1,5 Go et MongoDB c'est 800 mégas. Donc je vous donne une petite idée, en termes de réseau, c'est pas hyper rapide, même si on adore la fibre. Donc ça nous a fait gagner, je crois, quelque chose comme une trentaine de secondes, ça dépendait des runs. Donc c'est cool, on est content. Donc là, on a fait optimisation de flow, on a fait optimisation d'outils. Et maintenant, est-ce qu'on pourrait pas regarder un petit peu de la façon dont on se sert de nos tests plutôt que de regarder les outils? Et en fait, on s'est rendu compte de quoi? C'est qu'à chacun de nos tests, individuellement, dans toute notre code base, on crée un user et on le supprimait. Ce qui fait genre beaucoup de tests, sachant qu'on en avait genre 800, ça fait beaucoup de fois où on crée un user et on le supprime. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est on va essayer de regrouper nos tests pour créer le user une seule fois pour tous les tests qu'on a besoin, et on le supprime à la fin, une fois. Donc en fait, en gros, on diminue le nombre de créations d'user de beaucoup. Donc en gros, avant, on avait un before each qui créait notre user et qui le supprimait à la fin. Et on est passé à en gros, before all et after all. Voilà. Du coup, on divise peut-être par, je sais pas, une dizaine, le nombre de fois où on fait ça. Et ça nous a encore refait gagner une trentaine de secondes. En gros, l'apprentissage global de ce truc-là, c'est les actions récurrentes dans les tests. Ça peut pas prendre, enfin, même si ça prend pas très longtemps, si on le fait beaucoup, ça fait perdre pas mal de temps au final dans les tests. Donc ça, c'est à peu près là où on s'est arrêté. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme idée en tête pour continuer? C'était réduire le nombre de créations des autres entités. Donc on avait d'autres entités qu'on créait systématiquement. Donc autant essayer de continuer ça là-dessus. On pouvait aussi passer une partie de nos tests en unitaire. Donc comme je disais, on a beaucoup de tests d'intégration. Et la raison pour laquelle on fait ça, si vous avez déjà fait du Nest, en gros, c'est que comme il y a les systèmes d'injection de dépendance, ça peut être rapidement très compliqué de démarrer un des services qu'on veut. Parce qu'on a, je sais pas, genre 5-6 gros services à recréer à l'intérieur, à moquer. Donc il faut créer des gros mocks, c'est un peu compliqué. Et jusque-là, on n'avait pas trop d'utilitaires. On a découvert une petite librairie que j'ai eu l'occasion de tester depuis et dont on se sert pas mal, qui est GoLevelUp TestJest, qui permet de créer des mocks d'une grosse classe avec plein de fonctions compliquées comme ça. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile de créer des mocks et donc on peut avoir des tests un peu plus simples en unitaire. Profiler nos tests, c'est un truc qu'on n'a pas fait, qui est un peu la base, mais j'avoue que le profiler de Node me fait peur, donc si jamais un jour un d'entre vous a envie de faire un talk sur le profiler de Node, je suis hyper chaud, je viendrai avec grand plaisir. Et le dernier truc qu'on a vu aussi, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Jest28 qui permet de faire du sharding. Donc maintenant, vous pouvez lui dire, vas-y, lance-toi sur ces 4 machines-là, et il va paralyser les tests, et vous les runez sur différentes machines. Donc si vous avez des conteneurs illimités dans vos CI, ça peut être un bon truc, parce que
en fonction de votre plan, ça peut être intéressant. Et pour conclure, je vais essayer de faire, voilà, du coup, est-ce qu'on suit les bonnes KPI? Donc là, on voit que, bon, on est passé de 500 globalement à la fin à quelque chose comme 300. En vrai, je ne cache pas que je suis quand même un peu déçu parce que genre bon, j'ai même pas réussi à diviser par 2 mon temps de CI alors que j'y ai quand même bien passé 6 mois sur ce truc. Du coup, le seul truc que je vous ai pas dit entre temps, c'est quand même qu'on avait 450 tests à gauche et qu'on en a 830 maintenant. Donc oui, alors certes, j'ai pas réussi à diviser par 2, mais en même temps j'ai doublé mon nombre de tests, donc bon, voilà. Donc en fait, si on regarde un peu le temps par test moyen dans notre CI, on se rend compte qu'en vérité, on a quasiment divisé par 4 entre temps, donc ça veut dire un petit peu plus valorisant. Voilà, histoire de dire que j'ai pas servi à rien complètement dans cette histoire. Et je vous donne un petit tip juste sur la fin. Comme j'aime beaucoup mesurer, vous avez vu, j'ai fait plein de graphes avec plein de données. J'ai fait un petit outil, donc, je vous laisserai regarder sur les slides la vidéo, qui vous permet de, à partir, si vous avez une CI GitHub Action, de vous générer automatiquement des petits graphes de temps et de timing. Donc ça regarde un peu les runs, les trucs au global, ça vous permet d'avoir une perf genre sans vous embêter. Voilà, vous avez le lien du GitHub si vous voulez participer. Il est dispo. Voilà. Du coup, la partie sharding, du coup, ça fait pas forcément bien rentrer dans le détail, mais en fait, c'est tu vas devoir lui pointer spécifiquement, genre, ok, pour tel test, utilise genre ton pool de machines ou J'avoue que j'ai pas encore trop commencé à l'utiliser. J'ai juste lu vite fait le truc en mode waouh, ça a l'air hyper stylé avec des petites étoiles, tu vois. Ouais. Mais oui, globalement, tu lui donnes les machines sur lesquelles il le lance. Je crois qu'il y a un petit peu de taf à faire pour réagréger ce qui va te sortir, notamment sur les coverage. Okay. Mais ça va te permettre hyper facilement, en tout cas, tu sais, notamment avec les histoires de les matrices, notamment sur GitHub Action, je pense que tu peux facilement dire dès que tu lances un test, tu lances 4 runners et en fait, tu as une espèce de maître qui va s'occuper d'aller lancer chez les autres. Et à la fin, il réagrège tout. Et du coup, le gros intérêt, enfin ça c'est pour le coup de Jest, ce qu'il te fait, c'est il te dit, il va te générer en gros un pool de fichiers, genre il va te générer 4 pools de fichiers, il va te dire tiens, hop, et il va les filer à chacune des machines. Et toi, à la fin, tu réagrèges tout ça. Ça te permet de tout lancer en quadruple. Enfin, en gros, l'intérêt de la parallélisation sur une seule machine, ça a ses limites jusqu'à ce que, enfin en gros ça marche très bien sur une machine, genre moi tu vois là genre mon PC qui est là-bas, j'ai 8 cœurs, 32 Go de RAM, je peux y aller, tu vois, il n'y a pas de problème. Il va peut-être un peu souffrir à des moments, mais ça va, tu vois. Le problème c'est que sur une machine de CI avec genre un cœur ou deux, genre si t'as de la chance, et 4 Go de RAM, pareil si t'as de la chance, bah la parallélisation, tu peux l'oublier quoi, genre globalement tu peux pas aller plus loin que 2 souvent dans la plupart des CI et même des fois, genre juste mettre 2, ça change rien parce qu'en fait, ils paralysent, mais enfin, ils se battent pour le même cœur, donc du coup, bah. Ça un peu rien. Donc en fait, ça résout le problème de j'ai plein de petites machines de CI, et du coup là, tu peux vraiment paralyser avec des trucs qui sont hyper différents, quoi. Et qu'est-ce qui est le plus cher du coup? Plein de petites machines ou une... C'est une bonne question. Je pense que ce sera à vérifier. Mais je pense que surcharger une petite machine qui du coup rame et galère à faire le truc, ça va te prendre plus de temps au final que de les paralyser sur 4 machines. Ça m'intéresse, on a l'impression qu'il y a un range de breakthrough sur ça. Sur cette problématique-là, parce qu'on peut beaucoup de tests, oui, je prenais beaucoup de temps, et pour eux c'était une bonne solution, et ils rentrent un peu en détail. Ok, bah hyper intéressant. Bah clairement, nous on était à 800 et... Enfin, ça, c'est pas énorme non plus, quoi, mais on commençait un peu à souffrir. Donc ouais, hyper intéressant, ce genre de sujet-là, c'est hyper dur. Mais clairement, j'aurais regardé.